Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 14 novembre et c'est bon, c'est le soulagement ultime. L'équipe de France sera à la Coupe du Monde 2026 et évidemment je suis ironique quand je dis ça. Alors pas pour leur présence parce que ça c'est acté, mais je suis ironique quand je dis que c'est le soulagement ultime parce que il n'y avait pas vraiment de suspense. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match de l'équipe de France, un carton 4-0 face à l'Ukraine, une qualification assurée, mais un suspense qui n'était pas entier sur l'enjeu de cette qualification. On parlera du Portugal qui a connu un sacré revers face à l'Irlande et notamment Cristiano Ronaldo. Nous évoquerons la situation d'Antonio Conte, la prolongation de Pacho, oui la prolongation, et enfin le calendrier de la MLS. Et là c'est assez intéressant parce que vous allez le voir, ça nous en dit assez long sur le football du côté des États-Unis. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Mbappé est le patron des Bleus, il le rappelle face à l'Ukraine, mais le joueur frisson qui me fait allumer ma télévision pour regarder l'équipe de France, moi c'est clairement Michael Olise. Alors oui, c'était un match en deux temps avec une première mi-temps bien nulle et une seconde top. Comment on explique ça? Voici les compositions qui étaient alignées et déjà les hommes de la rencontre. Eh bien je l'ai dit, Kylian Mbappé incontestablement, un penalty puis un but de renard dans un beau bordel, une magnifique passe décisive pour Hugo Ekitike dans un 1-2, mais Michael Olise est également buteur et il aurait également pu être passeur décisif pour Ekitike s'il n'y avait pas eu ce poteau. Et vraiment, je trouve que Michael Olise, il a une capacité à faire des différences, en plus d'être extrêmement inspiré dans la création, qui font que ces deux éléments, ça fait clairement que Olise, c'est un joueur à part. Moi, j'ai que de l'amour pour lui. Le troisième homme qui ressort de cette rencontre, c'est l'inépuisable N'Golo Kanté, qui prouve que du haut de ses 34 ans, eh bien, il est encore en forme. La forme de sa vie, peut-être que Deschamps avait raison. Alors, il y a eu des déceptions également. Koné a été moins bon qu'à l'habitude en équipe de France. Et puis le joueur que j'attendais particulièrement, c'est Cherki, un Cherki qui a été décevant aux yeux de beaucoup. Et je dois vous avouer que j'ai un peu des mal avec les critiques qu'on lui formule. Alors j'étais le premier à l'attendre, mais en fait dès que j'ai vu comment se déroulait le match, j'ai compris qu'on pouvait rien attendre de Rayan Cherki. Rayan Cherki, certes c'est un joueur avec un bagage technique fabuleux, mais sa plus grande qualité, c'est sa vista, sa capacité à distribuer des passes fabuleuses qui font de grandes différences. Bah là tu jouais bloc bas, enfin face à un bloc bas ukrainien, Kylian Mbappé dézonnait énormément, bah dans ce contexte en fait tu annihiles les plus grandes qualités de Rayan Cherki, tu l'empêches de faire parler, ce qui fait de lui un footballeur absolument exceptionnel, donc forcément bah c'était un peu moins satisfaisant que ce qu'on espérait. Alors il a été remplacé par Akliouche qui a fait une entrée intéressante, mais en termes d'entrées qui ont vraiment fait basculer le match dans une autre dimension et qui ont permis à l'équipe de France d'être bien meilleure en seconde mi-temps, il y a celle d'Hugo Ekitike qui était principalement sur la gauche et qui franchement a fait un match de patron où il a réussi à faire les différences, où il a été vraiment dangereux devant, en témoigne son but, mais franchement il n'était pas loin du doublé. Donc une rencontre satisfaisante pour les Bleus, une rencontre très divertissante si on oublie la première mi-temps, et une validation du ticket pour la Coupe du Monde. Le Portugal a été minable face à l'Irlande et croyez-moi, je dis pas ça pour être méchant. Moi, la sélection portugaise, je la regarde avec les yeux de l'amour, je les mets dans mes favoris pour la Coupe du Monde 2026, mais face à l'Irlande, t'as pas fait le job et bon nombre de joueurs n'ont pas été au rendez-vous. Voici les compos qui étaient alignés et évidemment, le fait de match qu'on retiendra, c'est l'expulsion de Cristiano Ronaldo, la première sous le maillot du Portugal, et je trouve ça inadmissible. Inadmissible parce qu'en fait, une expulsion, ça peut arriver, mais pas dans ces conditions. Ronaldo, c'est un mec qui est capitaine du Portugal, une légende du pays, il a 40 ans, donc il est censé être un peu mature, et il se fait expulser à cause d'un geste d'humeur. Clairement, il a envie de maraver son adversaire, il n'arrive pas à contenir ses nerfs, et là j'ai envie de dire, mon coco, bah tu laisses un peu tes coéquipiers dans la galère. Déjà qu'à ce moment-là, t'étais mené 2-0, mais alors après, fallait pas espérer grand-chose, même si paradoxalement, c'est peut-être réduit à 10 que t'as été le plus dangereux. L'attaque du Portugal sur ce match m'a laissé quelque peu dubitatif, entre un João Félix qui est perdu pour le football depuis environ 150 ans, un Bernardo Silva où tu sens le chant du cygne et un Cristiano Ronaldo qui est quarantenaire. Bah c'était un peu complexe. Alors t'as toujours eu de bonnes choses, Vitinha par exemple est toujours un chef d'orchestre exceptionnel, mais
Du côté du Portugal, t'as pas eu une attaque flamboyante et t'as une défense à 3 qui, moi, m'interroge un petit peu. Alors, vraiment, faut pas s'inquiéter pour le Portugal. T'as eu un match nul avant, t'as une défaite ici, mais auparavant, t'as eu une série de succès, des matchs très intéressants, très aboutis. Il y a du talent à absolument toutes les lignes. T'avais pas Nuno Mendes qui, généralement, t'apporte beaucoup dans l'animation. Donc, le Portugal reste un de mes favoris pour la Coupe du Monde 2026. Mais ce match, on va l'oublier. Est-ce que les jours d'Antonio sont comptés à Naples? Ouais, vous pouvez disliker la vidéo rien que pour cette blague, mais en attendant, j'exagère un peu en disant que les jours de Conte sont peut-être comptés du côté du Napoli, mais il faut avouer qu'en ce moment, la presse italienne s'en donne à cœur joie pour alimenter les tensions autour de l'entraîneur du club champion en titre d'Italie. Alors déjà, Conte, actuellement, il prend quelques petites vacances, des vacances qui ne manquent pas de faire réagir. D'un côté, on a le club qui communique en disant que c'était prévu de longue date, cette petite absence, et de l'autre, on a la presse italienne qui fait genre c'est quand même curieux, parce que lors du dernier match, Antonio Conte a eu des mots extrêmement durs, où grosso modo, il disait que l'équipe était pas au niveau, qu'il n'y avait pas assez de cœur à l'ouvrage, mais qu'il était peut-être le premier coupable à pas réussir à motiver ses joueurs, et finalement, il est décrit comme un entraîneur usé, fatigué. Alors, il a eu récemment le soutien de son président, De Laurentiis, mais du côté de Naples, la presse est relativement en tension et on décrit un contexte assez explosif où l'entraîneur pourrait rapidement perdre son vestiaire. Alors pourtant, dans les faits, en termes de résultats, regardez le classement de Serie A, Naples est 4e à 2 points de Uder, c'est pas catastrophique, ils sont tenants du titre, mais ils sont loin d'être largués. À voir les prochaines semaines, tout ça pourrait aller assez vite, mais peut-être que c'est juste la presse italienne qui s'enflamme un petit peu. Pacho aurait déjà prolongé jusqu'en 2030 selon RMC et l'officialisation devrait arriver au cours des prochaines semaines. Alors oui, il est arrivé au cours du Mercato 2024, donc il est tout juste arrivé au sein du club de la capitale, mais en attendant, qui peut me regarder dans les yeux et me dire « Michael, cette prolongation pour Pacho, elle n'est pas justifiée » parce qu'honnêtement, l'Équatorien a mis absolument tout le monde d'accord. Déjà, il faut avoir en tête qu'il est arrivé pour un salaire qui n'était pas élevé parce qu'il n'avait pas un statut qui était celui d'un défenseur incroyablement courtisé dans le monde entier. Sauf que voilà, aujourd'hui, Pacho, il s'est imposé en un temps record comme un des meilleurs centraux du monde et forcément une petite revalorisation, ça faisait plutôt sens. Et en plus, quand tu regardes l'effectif du Paris Saint-Germain, en charnière centrale, Pacho, c'est ta seule certitude. Certains parlent de Marquinhos qui a le brassard de capitaine, sauf que Marquinhos, il n'est pas incritiquable, très loin de là. Il a entre guillemets que 31 ans, mais il a l'air d'être déjà en perdition sur certaines qualités physiques et il y a beaucoup de rumeurs qui disent que l'été prochain, il pourrait partir de Paris. Son remplaçant, il est tout trouvé, c'est Zabarny, mais l'Ukrainien fait des débuts relativement complexes. Moi, je suis loin de le mettre à la poubelle comme certains supporters qui ont vite tendance à brûler leurs idoles. Mais en attendant, on peut quand même dire qu'entre Zabarny et Pacho, il y a un monde d'écart, ce qui fait que l'Équatorien, ok, il a que 24 ans, ok, il est fraîchement débarqué au Paris Saint-Germain, mais c'est lui ton patron, donc prolongation justifiée, le PSG sécurise jusqu'en 2030 un élément indispensable, il a une revalorisation, mais il l'aura pas volé. Messi s'en plaignait, la MLS obéit. Alors évidemment, je force le trait en disant ça, mais difficile de pas penser à la situation de l'international argentin quand on apprend que la MLS va modifier son calendrier pour coller à celui de l'Europe. En fait, si vous n'avez pas suivi, Messi se retrouve dans une situation un peu délicate parce que la Coupe du Monde 2026, ce sera la dernière de sa carrière et ce sera peut-être la Coupe du Monde de sa vie en dehors de celle en 2022 qu'il a évidemment remportée. Sauf que voilà, le calendrier de MLS fait que la saison a lieu de février à début décembre, donc en plein milieu de la saison de Messi, il va y avoir un trou de 2-3 mois et c'est pas top pour sa préparation. Ça pose problème à plein d'autres joueurs, mais évidemment, quand tu t'appelles Messi, t'as un autre retentissement médiatique. Eh bien, ça va être corrigé à partir de 2027, donc trop tard pour l'Argentin, mais la MLS va accorder son calendrier sur celui de l'Europe. Alors ça va être intéressant à plus d'un titre parce que la MLS est souvent vue comme un championnat à part, c'est un système de ligue fermée avec des franchises, on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de rencontres entre des équipes de MLS et des équipes européennes, mais en attendant, il y a un truc qui communique bien, ce sont les transferts. Et organiser des transferts entre des championnats qui n'ont pas du tout les mêmes timings, c'est un peu délicat. Bon, chose qui sera corrigée en 2027, mais au prix d'une saison qui sera ridiculement courte, parce qu'elle aura lieu en 2027 de février à mai, oui, sur grosso modo 4 mois, question de recaler les calendriers.
Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, eh bien j'ai plus mal à la tête, donc déjà il y a des chances d'avoir une vidéo, et je sais pas exactement sur quoi je vais faire la vidéo. Je vais vous balancer plein de sujets que j'ai en tête. Alors il y a un sujet Real Madrid, je vous l'ai dit, mais je pense pas le traiter pour les raisons que j'ai évoquées hier, enfin pas le traiter tout de suite. J'ai envie de parler de EAFC, FIFA, l'influence que ça a sur notre perception du football, et quelques enjeux politiques qu'on va avoir demain. J'ai envie de parler de Michael Olise, j'ai envie de parler de la perception de Ryan Cherki et quelques incompréhension autour de ce joueur. J'ai plein de sujets, c'est le problème d'avoir été absent quelques jours, donc sur lequel je vais me pencher, je sais pas, mais voilà, en tout cas il y aura une vidéo cet après-midi. Je vous donne rendez-vous aux alentours des 17h, qui fait bien votre journée, salut.